Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Je pense que ça marche. S'il vous plaît. Donc on va démarrer, même si voilà, il nous manque une personne, mais qui nous rejoindra par la suite. Il ne va pas intervenir tout de suite. Donc voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du conseil de la faculté libre. Voilà, dans sa leçon d'ouverture qui a lieu cet après-midi. Alors cette leçon d'ouverture fait suite à l'inauguration officielle qui a eu lieu hier soir. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui y étaient présents. Cette inauguration était un moment fort dans notre histoire associative. Qui marque voilà, le début d'une nouvelle histoire, même si cette faculté libre voilà, existe depuis une année, mais cette inauguration marque vraiment voilà, son inscription dans notre histoire associative. C'est cette création de la faculté libre et l'aboutissement d'un projet qui a été voilà, longuement mûri, et aussi d'une conviction forte que l'association porte depuis de nombreuses années autour de l'économie sociale et solidaire. Et donc nous avons aujourd'hui, par cette leçon inaugurale, enfin d'ouverture, on a voulu vous présenter un petit peu ce que la faculté libre, ce sur quoi la faculté libre travaille, va travailler, et voilà ses perspectives de développement aujourd'hui. Donc nous y avons convié un certain nombre de partenaires clés de la faculté libre, des partenaires académiques, des partenaires professionnels qui vont nous aider voilà, dans le développement de cette faculté libre. Je les remercie ici voilà, d'avoir bien voulu être présents aujourd'hui. Merci à vous tous. Je vais vous les nommer en vous présentant le programme de cet après-midi. Voilà, donc je vais commencer par Isabelle Hullerne, qui est la doyenne de la faculté libre, qui vous présentera voilà, la faculté et ses axes pédagogiques. Donc également Rémi Gounel, qui est doyen de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, qui est membre du conseil scientifique de la faculté, de la FLEPES. Donc qui interviendra ensuite donc suite à Isabelle pour présenter le partenariat avec l'Université de Strasbourg, avec Pierre Gisèle, qui est professeur honoraire à l'Institut Religion, Culture, Modernité de l'Université de Lausanne, et qui est membre du conseil de faculté de la FLEPES et de son conseil scientifique. Et Rémi Gounel, qui est également sur le conseil de faculté, voilà, et sur le conseil scientifique. Voilà, donc tous les deux nous présenterons le partenariat avec l'Université de Strasbourg. Voilà. Ensuite, il y aura une présentation des diplômes universitaires de médiation socio-religieuse, donc par le professeur Carsten Lehmkuhler de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Voilà, c'est ça. Et Isabelle Hullerne, voilà, donc de la FLEPES. Puis nous aurons un exemple de pédagogie professionnelle sociale prenant en compte le référent religieux. Travailler avec les compréhensions religieuses des pathologies, donc ce moment sera animé par Jean-Jacques Poupard, qui est un formateur intervenant à initiative sur plusieurs de nos formations, qui est conseiller d'arrondissement à Paris, vice-président de la Croix-Rouge française, responsable d'établissement, kinésithérapeute, enseignant formateur, etc. Donc voilà, dans son rôle en tout cas de formateur à initiative, donc il tient compte effectivement du référent religieux dans son approche des thématiques. Puis nous aurons un exemple de pédagogie professionnelle visant le développement humain, former et qualifier les travailleurs protégés inscrits la socialisation, former et qualifier les travailleurs protégés, inscrit la socialisation au cœur de l'organisation du travail. Voilà la thématique. Et c'est Monsieur Moina Dalodat, qui est directeur du pôle ESAD des Papillons Blancs Rive de Seine, donc qui est
l'un de nos partenaires, donc la FLEPES, qui vous présentera cette approche. Nous ferons une pause. Voilà, où nous désaltérerons et prendrons une petite collation pour terminer par, alors là c'est dans le cadre des enseignements de la FLEPES, donc, donc sur le niveau 1 de dirigeants experts en économie sociale et solidaire. Donc dans le cadre de leur cours, nous avons fait venir un intervenant consultant expert des Nations Unies, qui est monsieur José Hipólito dos Santos, qui viendra présenter aux étudiants, mais aussi à l'ensemble des personnes qui le souhaitent, voilà son livre, c'est ça. Donc voilà, les femmes au cœur du développement. Voilà, en présence des préfaciers et postfaciers, que sont Patrice Laureau, qui est un formateur aussi associé d'Initiative, et puis d'Isabelle, Hullern ici présente également. Donc ce séminaire donc est ouvert à tous. Il sera en 2 parties. Il y aura une première partie ce soir de 17h à 18h30. Il y aura une deuxième partie demain matin de 11h à 12h30. Donc c'est la suite de la conférence de ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir demain matin pour entendre monsieur José Hipólito dos Santos poursuivre sa conférence, sa deuxième partie de conférence samedi matin. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Isabelle Hullern, qui va vous présenter de façon plus approfondie la faculté libre et ses axes pédagogiques. Alors, je vais essayer, puisque hier nous étions dans une inauguration tout à fait officielle, donc nous avons trouvé il était plus judicieux de distinguer le moment des inaugurations officielles en donnant la parole à nos invités, qui sont aussi évidemment des partenaires et des soutiens pour la faculté et pour l'association, de le distinguer du moment où nous allons présenter plutôt ce que propose la faculté. Et donc là, c'est un moment, je suis très heureuse de toutes les personnes qui sont ici présentes, parce que nous allons rentrer dans le dynamisme même de cette faculté, qui est une toute jeune faculté libre, mais qui a la forte volonté et professionnelle et académique et de conviction de se développer et de continuer à offrir ce qu'elle vient proposer et ce qu'elle a jugé en raison judicieux de pouvoir proposer, inévitablement avec des partenaires. Ils vous diront les uns les autres comment ils participent à ce lancement, parce que si nous étions tout seuls, bien évidemment, il faut toujours croire que nous faisons des choses très intelligentes et très conviviales et très heureuses avec les différents stagiaires déjà que nous connaissons et grâce à qui nous avons inventé certaines de nos propositions, mais nous ne pourrions pas tout seuls, nous ne pouvons le faire qu'avec des partenaires. Donc voilà le sens un peu de cette leçon d'ouverture. Dans le programme que vous avez, j'ai posé 3 points plutôt qu'un titre d'une thématique. Je vais essayer d'être rapide puisqu'il y a un petit temps de décalage. Je vous prie de nous excuser d'avoir commencé un peu en retard. J'ai annoncé un petit peu 3 points d'appui comme ça. L'économie solidaire comme conviction politique, je vais vous en dire quelque chose. La médiation socio-religieuse comme service civique, je vais vous en dire quelque chose également. Et l'innovation pédagogique en formation professionnelle et le principe espérance, et je vais vous en dire un petit mot également. Juste avant quand même, pour redonner le cadre général, faculté libre, bien évidemment, s'entend parce que nous ne sommes pas une faculté d'État, donc nous nous appelons faculté libre. C'est une obligation juridique, l'enseignement supérieur est libre en France depuis la fin du 19e siècle. Pour autant, quand on ouvre des enseignements, on est tenu de se déclarer auprès des autorités républicaines, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale représenté par le rectorat d'académie. Donc c'est ce que nous avons fait, mais nous avons l'obligation d'être libres. Donc nous sommes obligés de toujours dire que nous sommes une faculté libre. Et bon, comme je suis aussi un peu philosophe sur les bords, obligation d'être libre, ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas faire un grand discours là-dessus, ni une grande méditation, mais quand même ça a à voir avec notre élan.
et puis après, on verra comment les facultés qui ne sont pas non libres peuvent réagir. Mais bon, le débat et l'élan et les rencontres se font aussi sur ça. Donc voilà pour le cadre juridique. Maintenant, évidemment, pour dispenser des diplômes qui sont reconnus par l'université, ou bien nous avons des partenariats, ou bien nous développons nos formations et nous demandons au rectorat des reconnaissances régulières de nos formations. Et c'est évidemment sur ce genre d'axe que nous nous développons. Et également, quand nous formons des cadres ou nous participons à des formations dans l'école des cadres de l'Institut supérieur technique d'initiative, le mot est c'est le mot savant pour dire centre de formation, mais il a un sens aussi. Nous faisons reconnaître ces formations auprès de la Commission nationale des certifications professionnelles pour ce qui est du côté professionnel. Et là, voilà, la faculté libre, elle a l'ambition, modeste à son échelle, le nombre de personnes présentes dans la salle entre hier et aujourd'hui dit combien cette échelle est modeste mais en même temps déterminée, de pouvoir créer des passerelles entre les mondes, c'est-à-dire proposer à des gens qui ont des diplômes professionnels d'avoir des spécialisations reconnues à des niveaux universitaires qui leur apportent deux choses. Pour le prix d'une, si je peux me permettre, c'est-à-dire, oui, une reconnaissance de niveau universitaire, mais en même temps, grâce à des partenariats, une qualification en termes de spécialisation professionnelle qui augmente leur bonheur, leur plaisir de travailler, d'être en capacité de répondre à des besoins, mais qui aussi augmente le partage de la réflexion, de la pensée dans l'action. D'un autre côté, nous avons aussi, et c'était avec Rémi Gounel, Pierre Gisèle et Carsten Lehmkuhler, notre espérance, le désir d'offrir à des gens qui sont en cursus universitaire des spécialisations professionnalisantes, puisque ça n'est pas tout à fait le même axe pédagogique sur certains points. Bien évidemment, nous travaillons des mêmes façons. Bien évidemment, la formation universitaire est interactive, appliquée, tout ce qu'on veut. Loin de moi l'idée de dire quoi que ce soit. Je vous laisserai parler pour ce qui vous concerne de vos pédagogies, mais pour autant, pour être employable, il faut montrer un certain nombre de choses à un employeur, et ça, nous prétendons que nous pouvons, en complémentarité, accentuer cette donnée-là pour les qualifications de type universitaire. Voilà l'axe du développement, et dans cet axe de développement de la faculté, nous n'oublions pas, bien évidemment, le fait de travailler aussi avec le monde médico-social, et donc Mouana Dalodat vous parlera tout à l'heure d'une expérience très particulière que nous sommes en train de développer, cette fois au service d'employeurs qui eux-mêmes sont au service de leur public, bien évidemment avec des contraintes, parce qu'on n'est pas comme ça au service sans contraintes au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, donc là il y a un relais qui se fait, et la faculté essaye de se développer sur ce type d'axe. Faire des passerelles entre les mondes, mais des passerelles avec de la matière rigoureuse. Voilà. Ça c'est pour donner le cadre. Alors bon, pour l'instant nous avons à disposition la faculté. Comment est-ce qu'elle existe? Elle existe à l'intérieur d'Initiative comme un organe supplémentaire de formation, et elle s'est aussitôt, dès son existence, sans encore donner des parcours qualifiants, depuis qu'elle existe, elle s'est mise au service de l'école des cadres. Pour une partie aussi au service de l'école d'éducateurs, pour un certain nombre d'interventions qui viennent de la faculté, qui procèdent de certains critères plus universitaires, mais qui interviennent à l'intérieur des formations professionnelles comme prestataires internes. Ça c'est le premier moment d'existence de la faculté. Et puis maintenant nous proposons effectivement, alors la faculté est certificateur pour le diplôme d'expert en économie solidaire et gouvernance sociale, diplôme de niveau 1 qui a été créé par l'association Initiative, qui est développé à l'intérieur du centre de formation par Philippe Girardet ici présent. Et la faculté sert d'organe de certification. Elle s'occupe des diplômes, mais elle s'occupe aussi d'accompagner le mémoire proprement dit, mais plus que 3/4 de la formation sont assurés par le dispositif du centre de formation, de l'IST, d'Initiative. Et puis l'autre série de diplômes que nous sommes en train d'ouvrir, mais là aussi, alors là c'est un partenariat, ce sont des DU, c'est diplômes d'université ou diplômes universitaires. Diplômes d'université,
il faut pas que je dise, faut que je sois précise dans les termes. Et donc, l'Université de Strasbourg, service de formation continue et une de ses facultés, représentées aujourd'hui, ont accepté de conventionner avec nous, ce qui est quand même voilà, quelque chose de très intéressant et de très passionnant, puisqu'il y a une disproportion de taille. Mais voilà, nous sommes très heureux de ce partenariat. Ont accepté de se lancer dans l'aventure, comme ça, d'ouvrir des DU en médiation socio-religieuse. Carsten vous dira très exactement de quoi il retourne, mais ce sont des DU qui permettent en quelques mois de se spécialiser. Alors là, je parle plutôt pour des professionnels cette fois, hein, d'avoir une spécialisation dans ce que nous avons osé appeler médiation socio-religieuse, qui n'a rien à voir avec le médiateur social, mais on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et là, c'est fait en partenariat, puisque bien évidemment, la faculté n'est pas certificateur, c'est l'Université de Strasbourg qui est certificateur. Voilà puis les enseignements sont partagés. Voilà pour le cadre un peu, et puis ce que fait cette faculté, parce que j'ai pris un peu de temps pour la présenter, parce que comme elle est jeune et vous ne la connaissez pas forcément, c'est normal. C'est la première fois aussi que nous communiquons comme ça à ce point sur cette aventure. Donc je vous ai donné un peu tous les éléments cadres porteurs de cette entreprise, de la faculté libre. Hier, vous avez pu entendre les mots d'université pour ceux qui étaient présents hier. Nous ne sommes pas une université, ça n'existe pas en France d'être une université libre à ce jour. C'est bien le terme faculté libre. L'université, c'est vraiment pour j'allais dire une prérogative de puissance publique. En tout cas, c'est réservé à l'État au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Alors je vais vous dire un mot sur l'économie solidaire, et puis ce soir la conférence de José Hippolito l'illustrera. Économie solidaire comme conviction politique, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Et là je vais me permettre de prendre un tout petit peu ma casquette en rigueur, un peu plus de philosophe, sans faire non plus de la philo, mais nous parlons bien. Et Philippe, tu maudis, tu corriges, tu infléchis, parce que ça c'est de la réflexion en permanence. Et puis il y a aussi certains de nos camarades étudiants qui sont ici présents. Donc l'économie, nous l'appelons économie solidaire. Et nous ne parlons pas à l'intérieur des cours, parce qu'une chose est de s'inscrire dans un paysage. Aujourd'hui en France, on parle beaucoup de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et nous nous inscrivons dans ce paysage. Mais en rigueur, à l'intérieur de la faculté, quand nous travaillons, ce que nous enseignons, ce que nous travaillons, ce que nous mettons en chantier réel avec des projets, c'est l'économie solidaire. Et solidaire, ça veut dire quoi ? C'est pas simplement des bonnes intentions de solidarité, ça a à voir avec le fait que quand on propose des projets, on propose les projets pour autant que les personnes à qui ce projet est destiné soient partie prenante de la co-construction, de l'évaluation et du développement du projet. C'est pas simplement il y a des besoins sur des territoires, on y va et on répond aux besoins. Parce que là, les gens qui auraient les besoins restent passifs. C'est pas de la distribution par un guichet, l'économie solidaire. L'économie solidaire, c'est la fameuse conscientisation politique des personnes à qui est destiné le projet et qui sont associées à la conception du projet, à sa mise en œuvre et à son évaluation. Donc vous voyez bien que c'est une démarche de conviction politique, pas au sens politicien, mais au sens de la démocratie. Voilà ce que nous entendons par économie solidaire. Ça va si je le dis comme ça, Philippe, tu es... Bon, voilà pour la première chose. La médiation socio-religieuse comme service civique. Alors nous en parlions ce matin avec Carsten, peut-être tu reviendras peut-être sur ça, je ne sais pas comment tu as prévu d'en parler, mais disons, nous avons constaté, mais c'est un peu dans le même état d'esprit, que la notion d'espace commun dans la société civile, d'espace commun, pour pas être sur le grand terme d'espace public, la notion d'espace commun se construit comme on part à la conquête d'une pacification d'un espace qui est entre les convictions des personnes. Il y a l'espace républicain, certes, mais ça c'est un espace de principe, un espace de droit. Mais concrètement dans la société civile, cet espace se vit en co-construction. En co-construction, ce n'est pas simplement des convictions qui s'affrontent et qui apprennent à vivre ensemble, c'est aussi des convictions qui apprennent à vivre ensemble, très différentes les unes des autres, ayant chacun leurs propres exigences, profondes, puisque si on est sur la question des religions, bien évidemment, ces convictions sont puissantes, sont porteuses d'histoire, d'intelligence, voire même d'une histoire juridique propre au monde religieux, parce que ce sont aussi des états de droit.
ces mondes religieux, pour la plupart d'entre eux. Ces convictions se rencontrent, elles construisent ensemble un espace commun, mais elles le construisent pour autant qu'elles ont aussi affaire à une constitution qui leur demande des choses, constitution juridico-politique qui leur demande des choses. Et pour arriver à faire ça, au cas par cas des situations, il faut un travail diplomatique. Il faut un travail diplomatique, il faut que la personne qui fait la médiation se pense comme un diplomate. Et voilà ce que nous essayons de travailler dans les situations par des études de cas en termes de médiation socio-religieuse. Là, j'en dis pas plus parce que le but, c'est pas de vous faire le premier cours du DU, etc., etc. Mais suffisamment quand même pour que vous voyez de quoi il est question, parce que le but, c'est quand même de présenter ce que nous faisons. Donc ça, c'est la médiation socio-religieuse. Ensuite, et donc c'est un service civique. Pourquoi c'est un service civique? Parce qu'il s'agit de reconstruire un espace civique, mais de le construire ensemble, avec la contrainte constitutionnelle. Donc vous voyez, il y a des mots que je n'emploie pas délibérément, mais il y a une contrainte constitutionnelle. Nous sommes dans un état de droit qui exige certaines choses, qui nous demande d'être citoyens responsables, et en même temps, certains d'entre nous peuvent être en double citoyenneté, si je peux dire, puisqu'on peut avoir une citoyenneté de type religieux, vous voyez ce que j'essaie d'indiquer. Donc comment ça se travaille? Et ça, c'est un travail de service civique. Voilà la proposition. Le dernier point, l'innovation pédagogique en formation professionnelle et le principe espérance. La conviction de la faculté, c'est que, bon, je vais quand même, si vous me permettez, j'ai suffisamment montré dans ce que je viens de dire, je ne pars pas du principe qu'on se connaît les uns les autres, que j'étais respectueuse du cadre constitutionnel, républicain, du travail en partenariat avec tous les points de vue en présence, tous les intérêts en présence. L'intérêt d'une association n'est pas exactement l'intérêt d'un responsable territorial, etc., etc. Il faut apprendre à travailler ensemble. Mais je voudrais dire une chose de notre conviction pédagogique. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes, et peut-être pas mal d'entre vous connaissez ces problèmes, nous sommes en but à un excès de normes. C'est pas la peine de se voiler la face. Il faut y répondre à ces normes. Il est hors de question de ne pas y répondre. Mais nous y perdons notre inventivité. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien se dire, ça va pas, on les refuse et on est contre. Ou bien, on est dedans, mais comment est-ce que dedans, même si ça se resserre de plus en plus, on continue à créer des petits intervalles de créativité. Et ça, c'est une tâche âpre, ardue, difficile. Et notre conviction est de ce côté, c'est-à-dire pourquoi une faculté? C'est pour qu'à côté des diplômes pour lesquels nous travaillons déjà, notamment dans le médico-social, à côté de ces diplômes-là, il ne faut pas renoncer à créer des nouveaux types de formations pour que des pédagogies existent sans qu'elles soient d'abord prédéfinies par des attentes normatives. Et ça, c'est un vrai pari. Et pour ce vrai pari, j'avais pensé faire un grand blabla sur le principe espérance, puis je savais qu'il ne fallait pas faire un grand blabla sur le principe espérance. C'est un terme que j'emploie à un philosophe, mais je ne veux pas faire un cours sur ça, ce n'est pas le lieu. Mais si vous voulez bien, un philosophe, il n'est philosophe que s'il commente des textes de philosophes. Lisant les textes, il retrouve sa liberté devant la page et l'imagination se met au travail. Comme entre le rêve et la veille. On sait qu'on est réveillé parce qu'on dort. On sait qu'on dort parce qu'à d'autres moments on est réveillé. Cette respiration-là, elle intervient aussi au travail. On s'endort, on a les préoccupations de la journée, des fois, qui nous reviennent de façon obsessionnelle dans les rêves. Ou alors on fait des beaux rêves, et de la même façon que la journée traîne dans les rêves, il peut y avoir les rêves du sommeil qui traînent dans la journée. Et il faut arriver à cette double respiration. Alors, je vais vous lire un passage, si j'ai le temps. Oui, j'ai le temps. Ça ne sera pas très long, c'est 2 pages d'un philosophe allemand qui s'appelle Walter Benjamin, qui est un philosophe du XXe siècle, qui a beaucoup écrit aussi sur le rêve, pas seulement. Et je voudrais juste vous lire un passage, je vais essayer de le lire lentement bien, je ne le commenterai pas, je vais juste essayer de faire résonner une page d'un philosophe qui écrit des choses intéressantes. Voilà, on en prend ce qu'on souhaite. Sont des écrits des années 30. Et c'est
ça parle de la perception du rêve, mais c'est un philosophe qui était beaucoup sur des questions politiques. Moins un homme est prisonnier des liens du destin, moins il est déterminé par le plus proche, qu'il s'agisse de circonstances ou d'hommes, peu importe. Un homme libre, sous ce rapport, fait sien tout ce qui lui est proche. C'est même lui qui le détermine. En revanche, la détermination de sa vie, considérée en termes de destin, c'est du lointain qu'elle lui vient. Il ne s'agit pas, en regardant derrière lui pour voir ce qui arrive, comme s'il allait être rattrapé, mais en regardant autour de lui, vers le lointain, auquel il s'adapte. C'est pourquoi le projet d'interroger les étoiles, même au sens allégorique, a un fondement plus profond que l'attitude consistant à se demander, en ruminant, ce qui va arriver. Car c'est la nature elle-même qui doit être le lointain, qui détermine l'homme, et plus ce dernier est pur, plus la nature le fait sans partage. Si ses présages les plus infimes effraient le névrosé, si la nature gouverne les choses démoniaques avec les étoiles, elle détermine les hommes pieux avec ses harmonies les plus profondes et avec elle seule. Elle les détermine tous, non dans leur action, mais dans leur vie, qui seule peut relever du destin. C'est ici, et non dans le domaine de l'action, que la liberté a sa place. C'est la puissance de la liberté qui délivre le vivant de la détermination par l'événement naturel singulier et lui permet de laisser diriger son existence par celle de la nature. Il est alors dirigé comme un dormeur. Seul l'homme accompli est guidé dans des rêves dont il ne s'éveille pas dans la vie. Seul l'homme accompli est guidé dans des rêves dont il ne s'éveille pas dans la vie. Ça y est, j'ai sauté. Car plus l'homme est accompli, plus ce sommeil est profond, plus il est résistant, plus ce sommeil se limite au fondement ultime de son être. Il s'agit d'un sommeil dont les rêves ne sont pas provoqués par les bruits proches et par les voix de l'entourage, d'un sommeil dans lequel on entend le déferlement de la houle, l'harmonie des sphères et le vent. Cette mer de sommeil qui se trouve au fond de toute nature humaine monte pendant la nuit. Lorsqu'on s'assoupit, cela signifie seulement que la mer commence à recouvrir une plage d'où elle se retirera pendant la veille. Ce qui reste alors, les rêves, si merveilleuse soit leur forme, n'est que la trace morte de ce qui est venu du sein de ces profondeurs. Le vivant reste caché en elle, et ce qu'on trouve en surface, c'est le bateau de la vie éveillée et le butin silencieux des poissons que les artistes ont pris dans leur filet. Voilà, c'est une réflexion sur la puissance culturelle à l'intérieur de laquelle se travaille entre rêve et sommeil, notre rapport à l'action et notre rapport au rêve, très très important dans la question de la liberté. Mais bon, après on le reméditera ensemble si vous venez dans nos sessions de formation, il n'y a pas de raison. Et je vous laisse avec ces mots de Walter Benjamin, que je trouve très, très puissant évidemment. Merci. Et alors bonjour, vous allez être très déçus si vous voulez entendre de l'alsacien, dans la mesure où je ne suis pas moi-même alsacien, je suis d'importation très récente à Strasbourg, j'y suis arrivé en 2004. Carsten qui est depuis un peu plus longtemps, mais il n'est pas non plus alsacien, donc bon. Cela étant, j'aimerais d'une part dire le plaisir que j'éprouve à être là, et puis vous préciser peut-être le contexte dans lequel a germé cette coopération entre la FLEPES et la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Cette coopération a germé lors d'une rencontre entre deux personnes, Isabelle Hullern et moi-même, avec Pierre Gisèle, mais plus fondamentalement une rencontre entre deux institutions assez différentes. La FLEPES d'une part, et puis je ne vais pas en dire grand-chose parce que je suis mal placé pour, puis Isabelle a déjà largement dit ce qu'il fallait, je pense. Il y aura peut-être encore après. Bon. Alors, la faculté de théologie protestante de Strasbourg, en deux mots, c'est une faculté d'État, Isabelle l'a rappelé, avec ses contraintes, ses rigidités, je révoquerai ça tout à l'heure. C'est une faculté assez grande, nous avons 22 enseignants-chercheurs, 250 étudiants à peu près. Une faculté d'une certaine ampleur, mais ce n'est pas ça sur quoi je vais insister ici. Je vais insister surtout sur le fait que c'est une faculté qui a une volonté d'ouverture sur la société civile.
C'est une société qui est mue par la conviction que la théologie a quelque chose à dire à la société et que la société est quelque chose dont la théologie doit tenir compte pour s'enrichir, se développer. Cette conviction se manifeste depuis plusieurs années par des cycles de conférences à destination d'un large public, par récemment un diplôme d'université de culture religieuse qui est destiné en fait à pallier l'ignorance de nos contemporains en matière religieuse. Et puis il y a plusieurs années, la faculté avait voulu développer un master de médiation religieuse et pas socio-religieuse. Et c'est peut-être pas tout à fait la même chose, on va pas ergoter là-dessus. Il se trouve que le projet, développé dans les années 2000, n'avait pas abouti pour différentes raisons. Et probablement la raison principale était qu'il nous manquait des partenaires professionnels. Et je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Alors ici, vous êtes en France de l'intérieur pour les Alsaciens ou pour la vieille France. Les Alsaciens ne se définissent pas comme la France de l'extérieur, ni comme la jeune France. Il y aurait une certaine logique à le faire. C'est vrai qu'aussi on a des contextes idéologiques assez divers. La laïcité, la France de l'intérieur, c'est pas tout à fait la laïcité alsacienne. Je t'en donnerai qu'un exemple qui m'avait frappé quand j'étais arrivé à Strasbourg. Ah d'accord, il y en aura un dans la salle. Quand j'étais arrivé à Strasbourg en 2004, j'avais été assez frappé qu'au moment de Noël, dans les parcs publics, le texte de l'évangile de Luc, le récit de la nativité classique, était lu au haut-parleur à destination de l'ensemble des promeneurs dans le grand parc de Strasbourg, qui est le jardin d'Orangerie. C'est quelque chose qui est peut-être difficilement imaginable dans d'autres contextes français. Donc on a un environnement culturel assez spécifique à Strasbourg. Donc tout ça pour dire que la faculté de théologie protestante de Strasbourg avait des choses en latence, des choses en l'air, des choses en germe. Et ces choses en germe ont rencontré en fait... Oui. Juste pour préciser aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde sait qu'à l'intérieur de l'université à Strasbourg, du coup, il y a des facultés de théologie. Alors, ok, je ne pensais pas parler de tout ça, mais je peux le dire rapidement. Effectivement, à Strasbourg, c'est donc une université avec 38 facultés. Et sur ces 38 facultés, il y a 2 facultés de théologie, une faculté de théologie protestante et une faculté de théologie catholique, qui sont dans le même bâtiment, séparés par une espèce de grand corridor. C'est pas nous qui avons choisi nos lieux, on y est bien, à part ça. Ce sont 2 facultés qui collaborent. Il y a aussi un enseignement sur le judaïsme qui se fait dans le cadre d'une autre faculté. Et le contexte se complexifie maintenant hors faculté d'État, puisque vient d'être créée à Strasbourg une faculté libre de théologie islamique en banlieue strasbourgeoise, alors qui n'est pas une faculté d'État, qui est une faculté libre comme la FLEPES. Mais pour vous dire que le contexte alsacien est assez complexe et très différent de ce qui se fait à Paris. On est aussi dans un contexte où le conseil régional, donc une entité politique, joue un rôle de médiation socio-religieuse, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue interreligieux animé par les politiques alsaciens. Alors, ce contexte explique d'ailleurs le souci qu'a la faculté de s'ouvrir sur la société civile. C'est peut-être plus facile à Strasbourg que ça ne l'est à Paris, à Lyon ou à Marseille. Donc nous avions cette volonté de développer ça. La FLEPES était plus qu'en germe, au moment où on s'est rencontrés, elle était déjà un petit peu dans les tuyaux. Et du coup, lorsque nous avons fait connaissance, ou refait connaissance avec Isabelle, parce qu'on avait été sur les bancs d'université il y a longtemps ensemble, on s'est aperçu en fait que nos soucis d'ouverture et les chantiers en développement de la FLEPES pouvaient se rencontrer et trouver un lieu commun. Et ça pouvait être d'autant plus intéressant que ça pouvait créer une passerelle entre l'Alsace et la France de l'intérieur, entre l'enseignement libre et l'enseignement d'État, entre l'enseignement universitaire et la formation professionnelle. Alors c'est toutes des passerelles qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Alors vous allez me dire, l'Alsace fait partie de la France, donc la passerelle Alsace-France de l'intérieur est peut-être la plus simple des 2 à développer. Je peux vous dire, dans la pratique, c'est pas aussi simple. Et que parfois en Alsace,
On sait qu'on est français, mais on a en même temps le sentiment de vivre dans une autre France que la France de l'intérieur. Enfin, je sais pas si... Vous me dites si je dis des bêtises. Bon. Donc il y avait un souhait commun de créer des passerelles, et du coup il y a eu une entente qui s'est mise en place assez rapidement, et qui aboutit à la mise en place assez rapide, en quelques mois, d'un accord de coopération. Alors cet accord de coopération, il a pour but de formaliser notre volonté commune de développer, je cite, des formations innovantes dans l'ensemble du tiers social et solidaire. C'est la formulation officielle dans la coopération. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas tout dire ici. J'aimerais insister sur un point qui me paraît extrêmement important et intéressant. C'est la volonté de mettre en synergie des compétences et des champs d'intérêt qui sont voisins mais qui ne se superposent pas. L'idée, c'est de permettre des complémentarités tout en respectant les différences de l'un et de l'autre. Alors de notre côté, la faculté de théologie protestante de Strasbourg, on a des compétences scientifiques sur le champ de la laïcité, de la sécularisation religieuse, de ce que c'est qu'une religion, de l'éthique, de l'histoire de notre culture. On a aussi, je pense, des outils en termes de développement de compétences transversales, comme on appelle ça à l'université. Il y a des compétences générales, mais qui facilitent le passage à l'emploi. Du côté de la FEPLES, vous allez apporter, très prochainement, une réflexion critique sur l'action sociale, en prise directe avec les réalités culturelles et professionnelles, et des compétences en termes de reprise de l'activité professionnelle et de l'articulation pratique, théorique, et de l'articulation réelle avec le monde dans lequel on vit. Et ces compétences complémentaires devraient normalement se renforcer l'une l'autre, et c'est l'idée de ces diplômes. Alors c'est un peu un défi. Isabelle a évoqué le terme d'aventure, moi je parlerais plutôt de défi. C'est un défi à plusieurs niveaux. Premier niveau, celui des enseignants. Isabelle te dit qu'on n'était peut-être pas si éloigné comme univers. En même temps, on n'a pas les mêmes références, on n'a peut-être pas les mêmes méthodologies. Donc on va devoir, en tant qu'enseignants des deux institutions, apprendre à travailler ensemble. Et on va devoir l'apprendre avec des étudiants qui eux-mêmes sont des gens ancrés dans le monde professionnel et qui veulent se former, et des jeunes qui sortent de l'université. Et là, la rencontre risque d'être assez intéressante et peut-être parfois houleuse, c'est pas impossible, en termes d'attente. On fera la médiation. Ouais. C'est aussi un défi pour des institutions qui ont des modes de fonctionnement extrêmement différents. Isabelle a évoqué l'excès de normes. Alors, je ne devrais peut-être pas le dire en tant que doyen, parce que j'ai quand même une certaine fidélité et un devoir de réserve à l'égard de mes institutions de tutelle, mais je pense qu'au niveau université française, on est clairement dans l'excès de normes. Et que cet excès de normes n'est pas en train de diminuer, mais plutôt d'augmenter. Et je dois dire, je suis très reconnaissant à la FEPLES et plus particulièrement à Isabelle d'avoir accepté de jouer le jeu et d'entrer dans un système relativement contraint. Alors on a réussi à trouver, c'est ce qu'évoquait Isabelle, une fenêtre de liberté. Et ces diplômes d'université, ils sont là-dedans, dans ce type de fenêtre. Et donc merci d'avoir supporté la complexité réglementaire de l'université française. Alors c'est un défi à ces deux niveaux. À mon sens, c'est un défi alors pour l'ensemble de l'université. L'université est appelée à être de plus en plus en prise sur le monde professionnel. Et c'est pas facile, c'est un changement assez majeur, surtout, mais pas uniquement en sciences humaines et sociales. L'université a un gros pas à faire dans ce domaine. Et je dirais que ce partenariat va aussi nous aider peut-être de façon globale, en tant qu'universitaires, à renouveler nos pratiques pédagogiques, à repenser l'articulation avec le monde professionnel, à repenser les pratiques de stage, etc., etc. Donc moi, ce que j'attends en tant que doyen aussi de ce partenariat, c'est une évolution possible de notre faculté au sein d'une université qui est soucieuse d'être de plus en plus en relation avec le monde socio-professionnel. Autrement dit, c'est une sorte de fécondation réciproque qu'on attend, je pense, l'un de l'autre. Je suis très heureux que le conseil de la faculté de théologie protestante ait accepté de rentrer dans ce processus, parce que c'est pas moi qui les décide à titre de personne, mais c'est vraiment une décision collective de la fac,
qui a été prise relativement rapidement et qui s'est concrétisée tout aussi rapidement sous la forme de diplôme dont Carsten Lemkuller va parler dans un moment. Ce qui reste à faire maintenant, ça va être de relever le défi. Et on est conscient, je crois, de part et d'autre, qu'il y a une forme de prise de risque dans cette affaire. Et c'est très bien. Maintenant, nous sommes en train de transformer le rêve en réalité. On sort de la nuit, on passe dans la journée. On voit aussi tous les problèmes concrets qui se posent, mais qui trouvent généralement une solution assez rapide. Ça se passe bien. Alors j'aimerais remercier Isabelle Hullern et Carsten Lemkuller, qui sont quand même tous les deux des acteurs essentiels à la mise en place de cette formation. Et on n'en est qu'au début du chemin. On en commence à faire vivre cette coopération, on fait connaissance, on découvre les obstacles et les richesses. Les richesses sont plus importantes que les obstacles. Donc ce moment que nous avons en même temps, c'est un premier pas, toute première étape sur cette coopération et collaboration. Je finirai juste en disant qu'à mon sens, c'est une coopération innovante, qu'elle risque de porter des fruits. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'elle en porte. Et je serai le premier à être très content de les croquer, en ne doutant pas que ces fruits auront un goût peut-être surprenant, mais tout à fait agréable. Je vous remercie. Voilà, Madame la doyenne, Monsieur le doyen, chers collègues, mesdames, messieurs. Je ne vais pas parler, d'abord, je parlerai assez brièvement, et ça ne sera pas de la même place que mon ami Rémi Gounel, parce que d'abord, je ne représente pas une institution comme lui dans ce dispositif. J'aurais bien voulu entraîner ma faculté, mais il y avait deux choses. D'abord, j'étais à la veille de la retraite. Et puis, deuxièmement, je suis en Suisse. Donc, comme vous le savez, par rapport à l'Empire européen, nous sommes plutôt dans la posture d'Astérix ou de la réserve d'Indiens, comme vous voulez. Et donc, je ne pouvais pas offrir une université qui offre les certifications que pouvait offrir Strasbourg. Donc, j'ai été plutôt celui qui a favorisé l'accord. Voilà. Mais du coup, je ne suis pas dans le coup au même niveau. Oui, bon, très bien. Mais pas au niveau institutionnel, plutôt personnel. Voilà. Et je vais vous dire dans quelques mots plutôt théoriques pour vous dire d'abord pourquoi je me suis lancé à soutenir ce projet et pourquoi j'y suis d'une certaine manière engagé, même si c'est quand même un peu à l'arrière-plan. Alors d'abord, c'est qu'il s'agit d'un travail innovant, on l'a plusieurs fois dit, et qui me paraît urgent stratégiquement aujourd'hui, socialement et intellectuellement, culturellement, etc. D'abord parce que c'est un travail articulé sur des pratiques, articulé sur des agents engagés, sur des situations effectives, avec son lot pour l'académie de surprises, d'inattendus, d'excès par rapport à tous nos savoirs. Et donc, pas articulé à de la théorie déjà assurée, des théories toutes faites, des théories en surplomb. Je pense que c'est important, et c'est important que là justement, soit maintenue une exigence, disons, réflexive ou plus théorique, articulée à du réel, mais en vue de le renouveler, donc intégrant de la critique et favorisant des émergences nouvelles. Voilà, donc c'est d'abord pour cette raison-là, qui touche, si on veut, le mode ou la posture, que j'ai pensé que l'Académie devait absolument entrer en matière et jouer ce jeu nouveau avec toutes les surprises qui pourront venir, les surprises, encore une fois, renouvelantes. Deuxièmement, plus sur le fond cette fois et pas seulement sur le mode et la posture, il y a de la nouveauté aussi concernant les enjeux. On les a touchés, on y reviendra. Isabelle a déjà anticipé un certain nombre de choses, et je vais le dire dans mes mots, mais ça ne va pas être très différent sur le fond. Donc, de la nouveauté, d'abord autour de ce concept de médiation socio-religieuse. Il s'agit donc de faire face à des revendications ou à des affirmations religieuses, nouvelles si on veut, en régime de modernité, de sécularisation ou de laïcité, de monde émancipé. Les questions et des revendications et des affirmations religieuses qui sont porteuses de questions plus générales, de questions humaines plus larges, qui sont d'ailleurs aussi à certains égards symptômes de questions humaines, sociales plus larges, telles que les questions d'identité, de corps, de rythme, d'espace et plus largement de culture,
et qui par delà pose la question de qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés des traditions, qu'est-ce qu'on fait des expériences historiques, etc. Voilà donc un aspect de la nouveauté, et en même temps, la modernité, nous ne voulons pas l'abandonner. Parmi les mots qui ont été mis en avant, il y a donc la médiation socio-religieuse, mais il y a aussi, je l'ai vu dans les textes, l'ambassadeur de la laïcité. Donc la modernité n'est pas abandonnée. Cela dit, on est bien conscient, je crois qu'à bien des égards, profondément, elle est en panne. Elle est en tout cas désemparée devant un certain nombre de questions. Elle ne sait pas très bien que faire de ces affirmations et revendications religieuses. Elle ne sait pas très bien comment les interpréter autrement que comme des retours incompréhensibles ou des restes peu assimilés ou peu intégrés. Donc à l'arrière-plan, il y a derrière ce projet un pari, je crois, sur la gestion, ou disons mieux que la gestion, l'accueil fructueux des différences. Contre une perspective, disons, simplement d'assimilation, disons, à la loi de la seule communauté nationale, à l'encontre aussi des neutralisations qui sont à l'œuvre, je crois, profondément aujourd'hui. Donc un accueil fructueux des différences et qui ouvre sur de la dialectique ou de l'interaction, de la négociation, mais de la négociation qui doit être plus que des accommodements raisonnables, comme on dit au Québec, plutôt donc de l'ouverture sur de l'interaction, de la mise en interaction entre deux pôles. Le pôle de l'espace commun, du vivre ensemble, de ce tiers qui est le politique, mais aussi le tiers qui est la société civile. J'entends tiers par rapport à nos singularités à chacun, par rapport à ce que nous pouvons viser, par rapport à ce dont nous pouvons nous réclamer. Donc ce pôle-là, et puis le pôle justement des traditions, des revendications diverses qui sont plurielles. Mais une mise en interaction où chacun des deux pôles doit, je crois, bouger, est amené à bouger, invité à bouger, comme ça a d'ailleurs été le cas dans l'histoire, toujours, et il faudra faire des détours par l'histoire et ça sera justement instructif. Il y a une histoire de chacune des traditions en cause, et il faut le dire vivement aujourd'hui contre ce que Olivier Roy a appelé critiquement les religions sans culture, qui sont des formes nouvelles du religieux aujourd'hui, religieux sans culture et sans histoire, donc chaque tradition a une histoire. Ça vaut aussi bien pour l'islam, le christianisme, le bouddhisme, etc. Et puis il y a une histoire aussi de notre Occident et une histoire plus précisément de la modernité qui n'est pas simplement inachevée, comme dit Habermas, ça voudrait dire d'ailleurs qu'elle soit achevée, qui n'est pas simplement non plus en panne, pour prendre une autre de ses expressions, mais qui est traversée de diverses trajectoires et qui sont toutes ambivalentes et de toute façon, comme toute situation humaine, sociale, à quelque moment de l'histoire que ce soit, est pleine d'ambivalence. Donc il s'agira de repartir de ces effets réels, du présent tel qu'il est aujourd'hui, des effets réels et non forcément voulus, pour reféconder à la fois chaque tradition, mais qui devra bouger, comme j'ai dit, et aussi le commun, la société, mais qui devra elle aussi bouger. Merci Pierre. Merci beaucoup. Je reprends le fil conducteur de la programmation. Alors merci de nous avoir donné l'arrière-plan philosophique ou de réflexion, d'auto-réflexion culturelle dans laquelle nous situons. Voilà, c'est aussi un peu ça, hein, croiser les mondes. C'est aussi, voilà, là on est dans un univers ici où domine la formation professionnelle et puis on a aussi des ouvertures comme celle que Pierre vient de consacrer. Le partenariat qu'évoque Rémi, il est aussi de croiser ces points de vue et vous voyez à quel point il y a du travail et du défi qui nous attend pour tout ça. Et en première ligne, avant de passer la parole à Karsten, ben voilà, on va l'inventer ensemble. Je me tourne vers des étudiants déjà un peu engagés dans l'affaire. Vous voyez bien que c'est ensemble qu'on va construire ça, concrètement, pas à pas, tranquillement. Mais voilà, le défi, il porte, c'est nous qui allons le porter en fait, ensemble. C'est-à-dire nous enseignants, vous étudiants et étudiants également professionnels. Donc, merci. Nous continuons toujours sur le côté un peu facultaire, interfacultaire. Cette fois, peut-être, Karsten, je te laisse présenter les DU, proprement dit, comme tu souhaites les présenter. Je te remercie. Merci beaucoup, Isabelle.
Mesdames, Messieurs, tout d'abord aussi de mon côté, j'aimerais exprimer ma gratitude par rapport à ce nouveau projet entre Strasbourg et la FLEPES. Moi-même, je suis allemand d'origine, je ne peux pas cacher mon petit accent, mais ça fait quand même plus de 10 ans que j'enseigne, je pense que ça fait même 15 ans, il faut que je fasse le calcul, que j'enseigne à Strasbourg, qui est une très belle faculté, une très belle situation d'enseigner dans cette maison où, comme le doyen l'a précisé, il y a les deux grandes facultés de théologie catholique et protestante. Et donc, par rapport à ce nouveau projet commun, j'aimerais dire deux choses. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter brièvement l'équipe strasbourgeoise, parce qu'il faut, je pense quand même vous dire qui va intervenir. Donc, du côté de Strasbourg, il y aura 3 professeurs qui viendront, en tout cas durant la première année. On espère que le chiffre peut encore augmenter, mais dans cette première année qui démarre donc en janvier prochain, il y aura 3 professeurs de Strasbourg qui se déplaceront et qui donneront cours ici dans ce bâtiment. C'est d'abord Madame Isabelle Grelier, qui est professeure de théologie pratique à Strasbourg. Elle est spécialiste pour tout ce qui concerne l'Église, les questions de l'Église, qu'on appelle ça l'ecclésiologie, et aussi la diaconie. Et elle a un grand intérêt aussi en ce qui concerne l'analyse des mutations que connaissent les églises aujourd'hui, aussi pour des questions de sociologie de l'église. Elle est aussi elle-même membre de la Société internationale de sociologie religieuse. Elle parlera dans le cadre de ce DU du religieux, du phénomène religieux en général, mais aussi elle parlera des questions très concrètes comme par exemple les rites, le rituel et les pratiques d'entraide. Merci de compléter. Voilà, le deuxième intervenant, c'est monsieur Frédéric Rognon, qui est professeur de philosophie de religion à la faculté de théologie protestante. Il est un grand spécialiste d'anthropologie et aussi de tout ce qui concerne l'œuvre de Jacques Ellul, un grand protestant, vous avez peut-être déjà entendu son nom. Mais ici, dans le cadre de ce DU, il parlera notamment de 2 choses. D'une part, des questions de violence, non-violence et gestion de conflits, parce qu'il est spécialiste aussi de cette question. Il a écrit aussi un ouvrage sur cette question. Et il abordera la question du pluralisme religieux, avec tout ce que là peut avoir comme implication pour notre DU. Il est lui-même aussi membre du groupe Religion and Conflict dans un réseau de facultés de théologie européenne. Donc il est vraiment spécialiste pour ces questions du conflit sur le plan de la religion. Et troisièmement, votre serviteur, moi-même, Carsten Lehmkühler, je suis professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante à Strasbourg. Et je m'intéresse beaucoup à la bioéthique. J'aimerais intervenir dans le cadre de ce DU aussi en parlant des questions très concrètes, des conflits qui peuvent émerger sur ce plan-là, donc à l'hôpital par exemple. Et je donnerai probablement aussi un autre cours sur le pluralisme religieux vu de l'intérieur d'une religion. Donc comment une religion elle-même peut interpréter le fait qu'il y en a plusieurs. Voilà un petit peu pour l'équipe strasbourgeoise pour l'année prochaine. Ça peut changer dans les années à venir. On pense aussi à Daniel Frey, qui est un grand spécialiste de Ricoeur. Il se peut que les années précédentes, suivantes, d'autres interviendront encore. Après, j'aimerais encore dire 2-3 mots, si tu le permets, sur l'idée même de ce DU. De mon côté, je ne sais pas si tu seras toujours d'accord, et ce serait même plus intéressant si tu n'es pas toujours d'accord. Donc, quelques réflexions sur la notion même de médiation socio-religieuse. Je me suis un petit peu informé. La notion de la médiation en elle-même, sans l'adjectif, elle est bien connue. Et on trouve des définitions de la médiation, comme par exemple celle-ci que j'ai trouvée. La médiation, c'est l'intervention d'un tiers permettant à 2 parties en conflit de trouver une issue à leurs difficultés. Bon, définition très générale que vous connaissez. Mais que peut signifier la notion d'une médiation sur le plan religieux, ou une médiation religieuse ou socio-religieuse? On peut, quand on ne connaît que la formule elle-même, on peut l'interpréter de 2 manières très différentes. On peut tout d'abord penser à une médiation dans un conflit religieux. La religion est ici source du conflit. Et l'adjectif religieux
ne qualifie pas le médiateur, mais la situation du conflit. Il y a en effet soit deux religions en confrontation ou une conviction religieuse dans une institution laïque. Et cela pose problème. Et dans ce cas-là, on peut espérer qu'il y aura une démarche de médiation religieuse ou socio-religieuse. On pourrait aussi comprendre la formule médiation socio-religieuse comme une médiation à l'aide des religions. Grammaticalement, ce serait possible. La religion pourrait devenir une source de réconciliation. Dans ce cas-là, il s'agirait d'une médiation qui utilise la religion et les ressources religieuses pour pacifier. Je pense quand même que notre DU se situe plutôt sur le plan de la première interprétation, donc une médiation dans le cas où il y a conflit causé par une conviction religieuse. Pourtant, j'aimerais souligner quand même qu'il n'est pas exclu que notre enseignement aborde aussi le potentiel pacifique du religieux. Car le phénomène religieux est ambivalent. Il peut être source de conflit, comme il peut aussi inspirer l'humain au respect de l'autre et donc à une certaine tolérance requise sur le plan de la religion. Après, encore quelques réflexions sur les attentes par rapport à un tel DU. Qu'est-ce qu'on peut enseigner très concrètement ? Et là, il faudrait sans doute que tu complètes, peut-être tu reprends la parole après moi. Moi, je me suis noté 3 choses que j'attendrais moi-même si j'étais étudiant d'une telle formation. La première chose serait une certaine connaissance du phénomène religieux, ou plutôt la capacité de pouvoir lire un conflit religieux. J'utilise le mot lire ou lecture parce qu'il me semble qu'on peut comparer une religion à une langue. Et je ne suis pas le premier à le faire, c'est connu aussi dans la littérature. On peut habiter une religion comme on habite une langue maternelle. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de règles, il y a une certaine grammaire, un certain besoin de cohérence. Et je pense que le médiateur doit connaître la langue religieuse, ou les langues religieuses qui sont impliquées dans le conflit en question. Il doit être en mesure de mettre le conflit concret dans un contexte plus large, de comprendre ce conflit comme un élément au sein d'un tout, d'une vision du monde. Et cela signifierait que le médiateur sache quand même un petit peu quelque chose sur les grandes affirmations d'une religion. Bon, Isabelle ne cesse de me dire on ne va pas former des spécialistes des grandes religions, et je suis bien d'accord, ce ne serait pas possible. Pourtant, une certaine connaissance basique des grandes affirmations des grandes religions en France serait nécessaire, et notamment une connaissance des règles pratiques des différentes religions, de tout ce qui concerne le rite, et tout ce qui concerne la nourriture, la prière, les vêtements, les fêtes, les coutumes, et notamment les règles éthiques. Je pense, parce que c'est sur ce plan très concret que les conflits se situent, en tout cas souvent. Ce n'est pas tellement sur le plan doctrinal, même si le plan doctrinal se trouve en arrière-plan, mais le conflit souvent a lieu sur un plan beaucoup plus concret, et là il faudrait avoir une première connaissance quand même des grandes règles éthiques et des fêtes, etc., pour chacune des religions. Un deuxième point concerne une compréhension plus générale de la religion. Je me suis noté comprendre le conflit entre tolérance et fidélité qui habite chaque religion. Et j'ai lu dans un article qui porte sur la médiation religieuse ceci, je cite, « Les conflits à dimension religieuse sont souvent considérés comme particulièrement difficiles à résoudre en raison de la nature non négociable des identités et thèmes religieux. » La nature non négociable des identités et thèmes religieux. Que veut-on faire ? Que veut faire le pauvre médiateur si d'emblée on dit que ces choses sont non négociables ? Il s'agit, lorsqu'on parle du religieux, et ça, il faut qu'on comprenne cela, tout de suite d'une question d'identité, c'est-à-dire d'un champ où nous sommes tous très sensibles et aussi très vulnérables.
Il faudrait donc, me semble-t-il, comprendre en tant que médiateur qu'un conflit sur ce plan concerne pour l'individu en question ou pour le groupe en question toujours une question de vérité, une question d'existence qui, en tout cas dans un premier temps, n'est pas négociable parce que ça fait partie de l'identité. Il faudrait, je pense, dans un premier temps, parvenir à un certain respect de ce champ très sensible pour quelqu'un qui s'inscrit profondément dans une religion. Et je pense que le DU, très modestement, devrait aussi enseigner ce respect. Après, il faudrait bien évidemment essayer de travailler sur les modèles internes à l'intérieur d'une religion pour permettre de dépasser la situation de conflit. Donc, y a-t-il des interprétations qui permettent à l'individu ou au groupe en question d'articuler cette fidélité par rapport à la religion qui est la mienne et la tolérance vis-à-vis de l'autre? Y a-t-il des solutions qu'on peut proposer sans que le sujet en question soit obligé de trahir ses propres convictions? On a parlé de double allégeance. Aujourd'hui, le sujet veut à la fois être fidèle à sa tradition et en même temps être un citoyen dans un État laïque. Et comment gérer ce conflit? Je pense que là-dessus, il faudrait vraiment travailler. Et la dernière chose, elle est plus simple. Je pense que pour un tel DU, il faudrait aussi parler de façon dense de certains besoins spécifiques d'un milieu ou des milieux particuliers, des espaces particuliers où le conflit peut avoir lieu. Par exemple, il faut connaître les règles juridiques quand on parle d'un conflit à l'hôpital. Il faut connaître un petit peu comment fonctionne un hôpital, les règles juridiques, le respect du culte, que fait-on dans un cas d'interdit alimentaire, etc. Donc il faut avoir un certain savoir technique qui est différent pour les différents lieux de travail. Et là, je pense pour une bonne partie, ce serait aussi le rôle de la FLEPES, mais moi je compte par exemple parler aussi de l'hôpital. Il y a des ouvrages là-dessus, la religion à l'hôpital, etc., où on peut parler de ces choses très concrètes qu'il faut connaître si on veut aboutir à une médiation digne de ce nom. Voilà, il me semble que ces tâches sont énormes et ça peut faire peur. Néanmoins, ce n'est pas l'impression que je veux donner. Au contraire, je suis très contente qu'on peut démarrer aujourd'hui avec l'inauguration et en janvier avec les DU ou les DU en question. Et j'espère que cela pourra aider à construire un monde plus pacifique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Karsten. Alors je suis d'accord pour ne pas être d'accord. Peut-être aussi une des premières choses, c'est oser ne pas être d'accord. Quand nous travaillons en réseau et en partenariat, par exemple, puisque là aussi je viens d'un univers professionnel, la première des choses, c'est on est tous d'accord. On se rencontre, il faut créer du réseau et on se met en réseau. Donc on se met en réseau sur un prérequis, parce qu'on ne l'interroge pas. On est d'abord tous d'accord pour se mettre en réseau. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de le faire. C'est la contrainte. Et on oublie que des fois on a des désaccords qui sont féconds, parce que ne pas être d'accord, ça permet des choses. On commence à réfléchir quand on n'est pas d'accord, parce qu'on est obligé, puisque ça va pas. Donc, ça c'était un peu pour donner le ton de la réponse. Alors, maintenant, on sait très bien qu'on est sur un sujet délicat et que pour beaucoup des personnes, alors je parle pour les professionnels qui viendront, il y a des enjeux très forts, c'est que concrètement, ils en ressortent ragaillardis et qui se sentent plus à même d'intervenir dans des situations difficiles, que je ne vais pas évoquer ici, puisqu'on en a déjà parlé. Les personnes qui s'adressent à nous viennent avec des questions très précises. Deux, trois petits points pour donner le côté DU. Je ne présenterai pas les collègues, je ne veux pas être trop longue, parce que je vois que l'heure avance et je voudrais que d'autres aspects de nos partenariats soient également présents, mais tu évoquais les langues et le fait qu'on a une langue maternelle et que pour arriver à communiquer, bien évidemment, il faut apprendre une langue moi je dirais, si on a une langue maternelle et que du coup, puisque tu semblais évoquer aussi la double fidélité, disons, et
donner un exemple vivant, c'est qu'il y a une langue maternelle, on en apprend une autre. Donc, alors, partons des langues maternelles. Si nous sommes dans un monde qui ressemble à Babel et que tout le monde parle chacun sa langue, une façon de se rencontrer, c'est par imprégnation. Quand on vient rendre visite dans un univers où il y a une langue qui est parlée, par imprégnation, on apprend à parler par imprégnation. On n'apprend pas forcément d'abord la langue de l'autre, mais par contre, une chose qui est incontournable pour qu'on se rencontre, parce qu'on peut parler du jargon, des gestes, on apprend ça, vous dites comment on fait, c'est des expériences de voyage, hein, en pays étranger, on est accueilli. Par contre, une chose avant la langue qu'on apprend, c'est les règles de l'hospitalité. Et là, on est très fragile parce qu'on s'expose, quand on voyage et qu'on vient voir des gens, on s'expose aux règles d'hospitalité de l'autre. Puis on apprend à s'y caler. C'est aussi des choses qui nous inspireront, et c'est aussi pour ça que dans un débat qu'il ne faut surtout pas éteindre en permanence, et j'attends de vous que vous mainteniez des exigences de connaissance, et j'attends de nous, Flepes, que nous maintenions des exigences de nous ne pouvons pas être des Montesquieu du XXIe siècle. C'est pas le but, il faut qu'on agisse. Mais en même temps, je viens vous voir, donc je sais très bien que vous allez ralentir l'agir, qu'on prendra le temps ensemble d'apprendre des choses. Voilà, ça c'est un peu pour indiquer une tension féconde dans laquelle on va travailler, et évidemment toujours à l'écoute des personnes qui viennent dans cette formation et qui et donc le non négociable, c'est intéressant aussi. On arrive dans une situation, il y a du non négociable. Tant mieux, on va commencer à être un petit peu stratégique. On va repérer les points sur lesquels on ne discute pas, et puis on va essayer vite de trouver des points sur lesquels on peut s'entendre, en laissant un tout petit peu de côté les points non négociables, mais en les ayant repérés et compris. Et j'ai bien aimé que tu proposes la lecture, parce que notamment, alors là, parce que je vois certains sont là, mais en éducation spécialisée, nous faisons beaucoup d'études de situation, et le modèle des études de situation, c'est l'interprétation des textes. Ça, c'est évident. On ne comprend bien une situation que parce qu'on prend le temps de lire une situation longuement. Et puis, je voulais dire, quant à la médiation elle-même, nous sommes inspirés, nous, pour la définir. D'abord, de se dire, on va la définir en marchant, un peu comme Buster Keaton qui lance les rails devant lui en même temps que le train avance. Et puis parce que c'est en agissant qu'on invente, mais ça j'assume, c'est notre côté aventureux, et en même temps on a un modèle quand même, c'est du point de vue du droit, c'est qu'il y a de la médiation juridique. Et dans ces conflits que tu évoques, il y a un tiers qui est lui-même partie prenante. Et c'est ça tout le problème. Je vais essayer de le dire plus clairement. C'est pas simplement deux religions qui se rencontrent, ou trois ou quatre, qui ont chacune des points non négociables ou des prétentions à la vérité. C'est qu'elles sont aussi traversées par un tiers qui est un état de droit et qui a des sacrées exigences, et en plus qui a les moyens de les faire appliquer. Donc il a aussi une violence légitime s'il faut faire appliquer. Et c'est dans cette alchimie compliquée qu'on va venir travailler de la médiation. Donc vous voyez, c'est pire qu'un défi, quoi. Voilà. Donc je ne veux pas trop parler, on a mis la vedette. Rémi, tu veux juste réagir ? Non, mais complètement à côté, mais c'est juste qu'on a un niveau nettement moins élevé, mais c'est juste qu'on a évoqué des questions de langage, puis je me dis, vous savez ce que c'est qu'un diplôme d'université ? Tout d'un coup, je me dis que on a évoqué qu'on essaie de rendre des choses compréhensibles et lisibles. En deux mots, il y a en France des diplômes nationaux qui sont la licence et le master et le doctorat, qui sont très cadrés. Et il y a à côté des diplômes d'université qui sont délivrés par une université précise, dans ce cas-là c'est l'université de Strasbourg, et qui ont l'avantage de donner toute liberté. Alors, c'est un diplôme qui a une reconnaissance, et là la volonté c'est aussi que ces diplômes d'université puissent avoir une reconnaissance au niveau dans le répertoire national des compétences professionnelles, etc. etc. Donc, diplôme d'université, ce que ça dit, c'est que c'est un diplôme qui est reconnu par une université, donc c'est une formation de type universitaire, mais qui est un peu hors cadre. Et typiquement tout ce qui est évoqué là, en termes d'études de cas concrets, de relations avec des partenaires du monde professionnel, etc., c'est beaucoup plus facile dans un diplôme d'université que dans une licence ou un master. Alors maintenant, si ça marche, si politiquement c'est faisable, c'est pas exclu que ces prochaines années, on essaie d'aller plus loin dans le système universitaire, éventuellement de faire un diplôme national, style un master. Mais là, ça permet déjà d'avoir toute liberté de co-construire aussi
co-construire la formation, et ce qui a été dit est clair, hein, l'échange qu'on vient d'avoir aussi, on avance chacun ensemble en tenant compte de l'autre et on essaye de faire la médiation entre nous, quoi. Les étudiants nous aideront. On a essayé de faire des prérequis les plus larges possibles. C'est là qu'il y a une fenêtre, c'est-à-dire que nous, au cas par cas des dossiers, avec Karsten sous contrôle de Rémi, parce qu'il a l'œil administratif, nous regardons les candidatures en reconnaissant les titres professionnels et également l'expérience professionnelle. Et donc nous pouvons par exemple proposer l'entrée dans ce DU à des gens qui sont moniteurs éducateurs avec de l'expérience et donc qui se retrouvent avec un diplôme, un DU niveau L2. Voilà. C'est aussi ça le pari, et c'est là que nos institutions travaillent ensemble sur des registres complètement différents, mais là il y a une application concrète du rêve de faire des passerelles. C'est pas seulement des gentils mots, mais voilà, il y a un dispositif qui permet ce genre de choses. Et idem sur les différents niveaux, puisqu'il y a dans le DU un niveau licence, il y a une entrée pour sortir en niveau équivalent L2, une entrée pour sortir en niveau équivalent L3. Donc là, c'est pour les éducateurs, par exemple, ou assistants de services sociaux, ou bien des moniteurs éducateurs qui auraient tellement d'expérience et qui seraient sur un poste depuis suffisamment longtemps, attesté par l'employeur, équivalent à un poste niveau 3 dans des conventions collectives. Hein. On prend tout ça en compte. Et puis, il y a un parcours du DU qui est niveau master, pour une sortie en master 1. On n'a pas de candidat pour l'instant sorti Master 2, mais c'est prévu. Mais pour l'instant, on n'a pas de candidat et on pense qu'on n'en aura pas tout de suite, c'est trop jeune. Mais les deux autres niveaux vont fonctionner. Voilà. Ça... Il peut y avoir aussi des dispenses de bac. On n'est pas obligé d'être passé par la filière complètement du secondaire, quoi. Si on n'a pas de bac, moi je suis autorisé sur après avis positif des responsables de la formation à dispenser quelqu'un du bac pour lui permettre à ce moment-là d'avoir un diplôme niveau licence. C'est pas inintéressant non plus. Voilà, donc c'est quand même un vrai pari. Et donc, du coup, moi, j'ai pas de scrupule à vous dire, mais faites-le savoir, parce que bon sang de bois, c'est pas tous les jours. Merci à chacun d'entre vous. Je vous invite à prendre, si vous voulez continuer à interroger, discuter avec nous, mais autour d'un échange de boissons, ça sera quand même... là, on a besoin de se désaltérer, de faire une pause avant qu'on enchaîne sur la conférence avec José Hippolito et Patrice Laureau tout à l'heure à 17h. Mais vraiment, venez, profitez. Et venez avec nous faire de l'économie solidaire et de la médiation socio-religieuse acrobatique. Merci en tout cas d'avoir été là.